Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, pose de la voie, je vais continuer la mise en place de la voie sur la double voie qui vient du tunnel des Canonniers et qui va vers la tranchée de l'Escarbille et inversement, donc juste après la bifurcation. Et puis je vais aussi placer l'aiguillage SLE 192 que j'ai modifié hier pendant le live, donc dimanche matin, très tôt. Et je vais ensuite, après, poser le tiroir de maintenance, qui est donc accessible depuis cette petite aiguille. Et je vais placer un dispositif un peu particulier qui s'appelle une aiguille d'ensablement. Alors pour l'instant, l'aiguille d'ensablement, elle n'est pas modifiée, il va falloir que je la modifie, bien évidemment. Et on va mettre tout ça en place. Et vous verrez que j'ai fait une petite bêtise. Alors, c'est pas une grosse bêtise, c'est simplement que quand j'ai prévu mes routes, j'ai mis une traverse jonction simple à un endroit dans la bifurcation, alors que j'aurais pu, pour un coût à peu près identique, mettre une traverse jonction double, ce qui m'aurait permis d'ouvrir une route supplémentaire. En tout cas, aujourd'hui, je vais poser ça, je ne vais pas modifier, je vais laisser cette TJS là où elle est, tant pis. De toute façon, j'avais prévu à la base avec une TJS, donc je sais que mon scénario fonctionne avec une TJS, mais réflexion faite, une TJD aurait pu être un peu plus... voilà, aurait pu être mise, quoi. Donc, on va regarder ça, et là, je vais donc faire en accéléré, en timelapse, et puis avec une voix off, vous expliquer un petit peu les différentes méthodes. Si vous avez suivi un petit peu les différentes vidéos que j'ai pu faire récemment sur la pose de la voie, vous allez voir qu'il n'y a pas de choses absolument révolutionnaires par rapport à ce que j'ai fait, sauf le moment où je vais vous parler de cette aiguille d'ensablement, et de qu'est-ce que c'est qu'une aiguille d'ensablement, et pourquoi on met une aiguille d'ensablement à certains endroits et pas à d'autres. Eh ben, je vous propose d'y aller. Et c'est parti. On va commencer à poser la deuxième voie, donc, qui est parallèle à celle que j'ai posée précédemment, qui est maintenant parfaitement sèche, donc il n'y a pas de problème. Et il va y avoir quand même une petite difficulté qu'on verra un peu plus loin, qui va être le fait que ces deux voies vont s'écarter pendant la courbe. Et donc là, je commence à en coller. Alors, rien de très difficile, je mets du néoprène, de la colle néoprène, j'en colle, je vais attendre un tout petit peu que ça sèche, mais pas trop, parce que j'aime bien quand la colle néoprène est encore un petit peu humide, parce que du coup, ça permet de bien enchâsser les rails, et au niveau de la pose, c'est beaucoup plus simple que de faire des encollages successifs. Donc là, en accéléré, ça vous donne un petit peu les procédures. J'ai mon petit gabarit d'écartement normal, et donc je viens assez régulièrement vérifier et mettre une petite épingle à l'endroit où il va y avoir une tension au niveau de la voie, ce qui va me permettre de pouvoir bien maintenir mon anthrax de base. Donc là, c'est un anthrax de 52 mm, et je vais revenir sur un anthrax de 46. Donc il y a un moment donné, dans ma courbe, je vais avoir un endroit où je vais avoir un passage, où je dois commencer à prévoir un passage qui va passer de 52 mm à 46 mm. Donc là, rien de très difficile. Je continue la progression au fur et à mesure, ce qui va me permettre de pouvoir avoir mes deux voies qui sont parfaitement parallèles sur cet angle de vue. Et ensuite, une fois qu'on aura passé en fait le pont qui sera mis plus tard, on reviendra sur un anthrax de 46, ce qui vous permettra de donner deux perspectives différentes, une avec un anthrax de 52 et une avec un anthrax de 56. Donc là ensuite, après, je mets un petit peu les poids aux endroits où les rails peuvent se soulever, sachant que j'ai placé des baguettes de styrodure, de styrène, pardon, qui me permet de pouvoir faire mon dévers. Donc là, on voit, je fais vraiment des vérifications de mon anthrax, parce que c'est ça qui va déterminer la géométrie de ma voie. Et maintenant, on passe à la suite, où là, je dois placer mes languettes de styrène. Donc là, c'est du... je sais plus la marque, mais c'est des baguettes de styrène de 1 mm et de 0,5. Donc là, je pose une baguette de 1 mm, et je la colle pas, en fait, je la mets simplement, je la scotche, parce qu'une fois que la voie va être collée, et qu'il va y avoir
le néoprène qui va être mis, on n'aura plus de besoin de la coller, il n'y aura pas besoin voilà. Donc je la fixe avec mon gabarit, et là on commence à voir déjà le fait que je passe de mon anthrax de 52, dont je vous ai parlé, à l'anthrax de 46. Donc justement, ce qui est très intéressant, c'est que bah, du coup je vais avoir des raccords qui vont être un petit peu délicats à faire, et là on voit, je suis encore sur mon anthrax de 52, mais petit à petit, je vais me rapprocher sur l'anthrax de 46, qui se trouve un petit peu plus loin. Voilà. Et donc, à ce moment-là, il y a un raccord qui va être fait. Vous voyez au premier plan, là où j'avais fait les soudures du LRS, il faudra que je rajoute des traverses. Donc tout ça, ça va être fait un peu plus tard. Et puis, bah là maintenant, je pose le dernier tronçon de styrène. Donc c'est à peu près une trentaine de centimètres. Et puis ensuite, après, je vais faire mon raccord avec le styrène de 0,5 mm, qui va donc commencer mon dévers. Et donc là, je fais quelques petits ajustements du placement du styrène, qui doit être, comme vous le voyez, au mieux au bout des traverses. Et voilà. Donc là, c'est une opération qui n'est pas très très compliquée en soi, mais qui nécessite quand même un petit peu de soin pour éviter de se retrouver avec comment ça s'appelle, un devers qui soit pas bien progressif. Voilà. Et donc là maintenant, je place la languette de styrène qui est de 0,5 mm d'épaisseur et qui va donc venir se positionner de telle façon à ce qu'elle accompagne le retour à un anthrax de 46 mm à cet endroit-là. Donc là, il y a un petit peu de scotch que je mets, donc c'est du scotch de masquage. Hein. J'aime bien ce scotch-là parce que s'il se décolle, il reprend au niveau du positionnement. Enfin, il se solidarise bien une fois qu'on va mettre le ballast, etc. Donc ça n'a aucune importance qui reste là. Voilà, donc là on a la voie montante qui vient de l'hélice sud. Ah, je remets un petit peu de lumière histoire de voir un peu mieux. Et puis, je vais passer maintenant au montage de la voie extérieure après avoir mis les éclisses. Donc, là, je mets sous contrainte le rail flexible, ce qui va me permettre de voir si tout se passe bien. Et je vais commencer à... j'ai eu les deux rails qui sont tombés derrière. Donc, je mets sous contrainte le rail flexible et je vais commencer à voir un petit peu les zones que je vais devoir en coller. Voilà, j'ai fait mon petit repère dans le collage. Et donc là maintenant, je vais généreusement appliquer la néoprène sur toute la partie où la voie va être collée. Ce qui me permet aussi, en appliquant un peu plus, de pouvoir combler le trou qui est généré par la languette de 5 mm sur mon dévers. Parce que quand je viens racler, en fait, j'utilise cette languette pour venir combler, en fait, en mettant suffisamment de colle néoprène. Ce qui fait que quand je vais poser la voie, elle aura un lit qui aura rattrapé en fait la pente générée par la languette et le dévers. Et donc quand la voie va être collée, elle va être parfaitement collée à cette partie de la structure qui a été mise en collage. Voilà, donc là je commence à vérifier mes anthrax, parce que là je suis toujours avec mes anthrax de 52. Et puis, petit à petit, après, il va y avoir l'anthrax. On va petit à petit resserrer vers l'anthrax de 46. Mais certainement pas sur... Enfin, on va commencer sur cette portion de voie, mais ça sera plus visible sur la dernière portion de 50 cm que j'ai à mettre. Alors là, évidemment, il y a mon bras qui passe devant, donc on... Bravo, Gabriel. Voilà.
Donc là, la voie, je fais quelques petites vérifications. La voie est disposée. Et j'ai un anthrax qui est constant par rapport à la première voie que j'ai posée. Ce qui est important, en fait. Et voilà. Et donc là, j'ai quelques petites pétouilles que je vérifie. Je vérifie bien que le rail intérieur est bien collé et qu'il ne se soulève pas. Sinon, on perd l'intérêt du dévers. Et je fais les dernières vérifications. Je replace les quelques traverses qui se seraient mal remises et qui auraient mal bougé et qui seraient plus perpendiculaires à la voie. Parce que quand on positionne une voie courbe, forcément, avec la voie flexible et une voie modifiée, bah, ça part dans tous les sens. Donc là, en remettant juste au moment, et c'est pour ça que j'aime bien utiliser encore de la néoprène qui est un peu fraîche, parce que là, à ce moment-là, ça permet de pouvoir bien repositionner les différents éléments de la voie. Voilà, vous voyez, tac. Et donc ça, c'est l'une des raisons. Alors là, il y avait un petit endroit où ça se décollait. Je mets un poids pour m'assurer que la voie, elle va bien rester avec son dévers. Je fais quelques petites vérifications. Et là, maintenant, ça va pouvoir sécher. Et dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Donc, une fois que la voie sera sèche, on pourra commencer le ballastage. Et maintenant, je place sur la petite SLE 192 avec le placement de l'aiguille. Et là, on va avoir effectivement plusieurs réflexions. Donc déjà, l'axe moteur qui permet de faire bouger l'aiguille, ça fonctionne bien. Et puis, il va y avoir une petite réflexion qui va être sur comment je vais déterminer l'anthrax d'arrivée de la voie déviée de cette aiguille, qui est beaucoup plus courte, donc du coup, qui génère un anthrax inférieur à 46, ce qui est bien problématique d'ailleurs. Et donc du coup, en faisant un petit peu de place, je vais avoir besoin de m'assurer de la géométrie de la voie qui part vers le grill de Wiesenheim, qui arrivera ultérieurement, et aussi la voie déviée. Donc là, j'ai fait une petite erreur qui va nécessiter un ajustement, c'est que bah, du coup, je ne suis pas exactement là où je devrais être. Donc je prépare mes éclisses isolantes, et puis là, je me rends compte que je suis peut-être un petit peu trop serré, et donc du coup, c'est en positionnant le tronçon de rail que j'avais modifié hier, que je vais me rendre compte que en fait l'aiguille me renvoie, en tout cas sur la voie déviée, un peu trop proche de l'autre voie, et donc même avec ma zone de protection de l'aiguille qui est donnée par un jalon d'arrêt, eh ben, je suis pas bon. Ah, vous voyez, je suis vraiment pas bon par rapport. Je devrais être à 52 ou à 46 au minimum. Et là, ça ne fonctionne pas. Je suis plutôt à 40 au lieu d'être à 46. Donc ça veut dire que l'aiguille, elle est pas bien positionnée. Donc je la décolle légèrement. Comme la néoprène est encore sèche, et pas encore sèche complètement, je peux légèrement décoller l'aiguille et me retrouver avec une anthrax de 46, qui est l'anthrax que je cherche en fait à cet endroit-là, et pas une anthrax à 52. Donc je sais plus si je l'ai mis à 52 là du coup. Et là je vérifie en fait mes alignements, parce que mes alignements, c'est ça qui fait la beauté en fait du montage. Et si j'ai des alignements qui font en vaguelette, qui ne sont pas alignés, si les appareils de voix ne sont pas alignés, ça fait très bizarre en fait en termes de montage. Et donc là, je vais me donner des repères visuels avec des profilés de rails, ce qui va me permettre de voir à peu près, de commencer à établir à peu près la géométrie en fait de ce qui va être tracé. Donc là, je trace une première géométrie par rapport aux traverses extérieures, et je sors la fameuse aiguille d'ensablement. Et donc toute la question va être de savoir où je vais positionner cette aiguille d'ensablement. Sachant que normalement, on a une zone de protection entre l'aiguille d'ensablement et l'aiguillage. Donc l'aiguille d'ensablement, ça fait dérailler le train pour éviter qu'il rentre sur un appareil de voie, et que cet appareil de voie fasse que le train rentre en dérive, notamment sur une voie principale. Or, cet aiguillage
que j'ai là, que je viens de mettre, il arrive directement, en fait, il donne accès à la voie principale. Donc, il faut protéger cet accès. Je ne peux pas le mettre avec une voie de débord, vu que je prends l'aiguillage par le talon et pas par la pointe. Donc, je suis obligé de mettre une aiguille d'ensablement pour protéger le talon de l'aiguille. Mais tout le problème, c'est de savoir exactement où je vais placer cette aiguille d'ensablement, parce que si je la mets trop proche de l'aiguille qu'elle est censée protéger, bah, quand je vais faire dérailler un train, le train déraillé va aller sur le gabarit engagé de la voie principale que l'aiguille d'ensablement est censée protéger. Donc, il y a toute une petite logique, sachant que j'ai aussi une compression spatiale. Donc, vous vous rappelez, hein, je vous avais parlé du fait que je comprimais mes distances à x5. Et donc, normalement, mon aiguille d'ensablement, elle doit être suffisamment loin pour que si au moins la locomotive ou un wagon déraille, ils ne viennent pas engager le gabarit de la voie principale, parce que ça, c'est ce qui génère un accident. Et comme je vais être en gestion un peu informatisée, il ne faut pas qu'à cet endroit-là, j'ai de risque d'accident. Donc, du coup, la problématique, ça va être effectivement à quelle distance minimale je vais pouvoir mettre mon aiguille d'ensablement, étant entendu que les wagons ou la locomotive qui ferait une erreur de manœuvre ou qui partirait à la dérive représente une certaine distance, qui a la distance d'arrêt pour éviter de prendre en écharpe un train qui circulerait normalement sur la voie principale, donc la voie non déviée, en fait. Et donc, à ce moment-là, il y a toute une réflexion à faire sur quel type de... Enfin, quel va être l'usage, en fait, de cette voie, de ce tiroir de maintenance. Et donc, positionner l'aiguille d'ensablement de telle manière à ce que, quand un wagon ou une locomotive ou une voiture déraille, elle ne vienne surtout pas engager le gabarit de la voie principale. Donc là, il y a plusieurs choses que je suis en train de faire sur la vidéo. C'est chercher l'angle où je vais me positionner. Ensuite, la distance où je vais placer l'aiguille d'ensablement, parce qu'effectivement, soit je la place là où vous le voyez actuellement, soit je la place bien plus loin, ce qui me permettrait éventuellement de me séparer de la problématique du risque de prise d'écharpe avec la voie principale. Mais j'ai ma compression d'échelle. Donc toute la problématique à ce stade, ça va être de commencer à voir un petit peu quels vont être le bon positionnement et la bonne distance nécessaire pour la mise en place de cette aiguille d'ensablement. Donc l'aiguille d'ensablement, c'est vraiment un dispositif qui est important quand vous utilisez et vous faites des voies secondaires ou des embranchements de manœuvre, parce que ça vous garantit la sécurité, qui est que si votre aiguille, là en l'occurrence la SLE 192 qui est devant, n'est pas commutée pour donner l'accès à la voie vers la voie de garage, donc le tiroir de manœuvre, j'ai le moteur d'aiguille de la voie d'ensablement qui est asservi au moteur d'aiguillage de la petite aiguille, ce qui fait que si l'aiguille ne donne pas la déviation, l'aiguille d'ensablement, elle met en mode d'ensablement. Donc c'est en fait inversé. Si je vais vers la déviation, l'aiguille d'ensablement est collée, et donc il n'y a pas de risque de déraillement. Par contre, si l'aiguille donne la direction non déviée, à ce moment-là, l'aiguille d'ensablement est automatiquement déviée. Donc ce n'est pas une fonction que moi je vais mettre en programmation, c'est le moteur qui fait bouger l'aiguille d'ensablement est directement lié à la sortie du moteur de l'aiguille principale qui donne l'asservissement, en fait. Donc là, vous voyez, je fais un essai avec une 141R pour voir un petit peu, en cas de déraillement d'une locomotive, comment ça se comporte. Donc je mets l'emplacement du carré violet, puisque bien évidemment, la locomotive, elle doit s'arrêter avant l'aiguille d'ensablement. Si elle s'arrête sur l'aiguille d'ensablement, parce qu'il y a le carré et la signalisation qui est derrière,
la fonction de l'aiguille d'ensablement ne sert plus à rien. Donc sa distance d'arrêt à elle va être telle qu'elle doit s'arrêter quand elle est sur la voie de manœuvre, avant d'arriver sur l'aiguille d'ensablement, qui est vraiment un dispositif de protection, parce qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, je ne peux pas mettre une aiguille avec une voie déviée tiroir. Une voie de protection, comme ce que j'ai pu faire sur la voie du petit dépôt, et que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, je me fais la réflexion, à ce moment-là, qu'effectivement, la traverse jonction double, qui est au premier plan, la traverse jonction simple, pardon, qui est au premier plan, eh ben, elle aurait pu être double, parce que du coup, là, à cause de la traverse jonction simple, la locomotive, telle qu'elle est placée, ne peut pas être réinjectée dans le sens de la marche. Elle ne peut aller que vers le tiroir de maintenance, que vers la voie de maintenance. Elle ne peut pas être réinjectée sur la voie où j'ai mon doigt à l'heure actuelle. Et donc là, je me dis, c'est quand même très con que ce tiroir n'ait pas accès, en fait, avec la deuxième partie de la traversée jonction, donc là, en l'occurrence, une double, parce qu'effectivement, ça m'aurait permis de pouvoir réinjecter une locomotive qui vient du tiroir de manœuvre, enfin de la voie de maintenance vers le tiroir de manœuvre de la voie de maintenance, et de réinjecter ce tiroir de manœuvre de la voie de maintenance vers la voie principale descendante qui va vers la tranchée de l'escarbille. Donc ça, c'était un petit peu... voilà, parce que là, la flèche que je dessine, c'est la trajectoire montante vers le grill de la gare de Wessenheim. Et donc là, effectivement, je me rends compte que ce choix de la traversée jonction simple, qui se justifiait dans mes simulations, bah en fait, en posant les voies, je me dis que bah, c'est un peu con, mais la traversée jonction simple étant maintenant collée, bah, si je l'enlève, je risque de l'abîmer. Donc, et puis bon, c'est pas trop grave, parce que techniquement, la voie de maintenance et le tiroir de maintenance sont surtout destinés à justement la maintenance du matériel roulant, pour me permettre, moi, ensuite, après, de réinjecter le matériel qui a fini d'être dépanné vers le grill de la gare. Donc c'est vrai que, dans ma logique à la base, ce qui sort du tiroir de manœuvre de maintenance pour la voie de maintenance me permet d'accéder, en fait, à ma voie de maintenance, et la voie de maintenance est renvoyée vers le grill de la gare et vers les quais. Donc c'était dans cette logique-là que je n'avais pas mis de traversée jonction double. Mais bon, en posant la voie, je me dis que quand même c'est un petit peu dommage. J'aurais pu faire légèrement différent. Et du coup, bah voilà. Alors là maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est maintenant que j'ai positionné mes différents éléments et que j'ai la bonne position pour mon aiguille d'ensablement et pour mes zones d'arrêt, eh ben, ça va être de commencer à préparer la petite portion de voie qui va se trouver entre l'aiguille d'ensablement et l'aiguillage, donc l'aiguille déviation droite, hein, dont je parle depuis tout à l'heure, et on va donc vérifier les différents anthrax, parce que bien évidemment, je ne peux pas me permettre d'avoir un anthrax qui est inférieur à 46. Parce que si mon anthrax est inférieur à 46, je prends en écharpe les convois qui descendent depuis l'hélice nord vers la tranchée de l'escarbille. Donc j'utilise, là c'est le gabarit de voie de décapode en double voie, pour bien positionner l'endroit où va être mis la voie qui sort de la déviation de la petite aiguillage, du petit aiguillage, pardon, de la petite aiguille plutôt. Voilà, donc je fais mes petites corrections, et à ce moment-là, bah, je viens positionner la traverse sur sa nouvelle position, je mets à blanc l'aiguille d'ensablement qui devra être modifiée, hein, de toute façon, puisque là elle est en travelage moderne, donc il va falloir faire des modifications. Je réponds d'ailleurs à la question qui m'avait été posée de savoir est-ce qu'on peut faire des travelages anciens sur les aiguilles fournies du marché. C'est très 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 difficile. En règle générale, les aiguillages fournis dans le marché, à part les Werner,
quand ce sont des aiguilles qui sont ready to use, elles sont avec un travelage qui est plus fait pour pouvoir garantir le bon fonctionnement de l'aiguillage que sa réalité de travelage. Donc on est obligé de faire une concession, et c'est pour ça que les aiguillages, même avec les kits de modification de chez BD Concept, ne te permet pas d'avoir une aiguille 100% conforme à la réalité, mais simplement te permet d'en améliorer le look. Hein. Donc ça, c'est une limitation qui est due réellement au type de matériel que tu utilises. Voilà, donc là, je commence à mettre en place les différentes traverses de cette petite portion de voie de 15 cm qui correspond en fait à la zone de protection donnée par l'aiguille d'ensablement. Et donc du coup, il va y avoir très légèrement un tout petit talus qui va pouvoir se dessiner derrière le carré violet. Alors ça ne sera pas tout à fait un talus, hein, mais qui va permettre justement de freiner les convois, et donc de provoquer le déraillement, mais de ne pas provoquer le déplacement et la prise en écharpe après l'aiguille d'ensablement vers la voie montante. Donc là, je mets mes traverses avec alors pour l'instant, je les mets à blanc, hein, je ferai la vérification avec mon petit schéma, mais je vais faire la pose ancienne, c'est-à-dire 12 traverses, 12 mètres avec jonction à double traverse, pour ensuite après faire la modification de l'aiguille d'ensablement et continuer le collage de la voie, ce qui sera fait dans une vidéo ultérieure, parce que là, je commence à avoir une durée de vidéo qui dépasse allègrement les 26 minutes. Donc la suite, ça sera dans un autre épisode où je vous reparlerai de tout ça. Donc là, ici, vous voyez, par exemple, à la sortie de la petite annexe traction, je n'ai pas mis une aiguille d'ensablement, j'ai mis un appareil de voie vers une voie déviée, qui vient protéger l'aiguillage triple. C'est un autre dispositif, en fait, c'est ce qu'on appelle un tiroir de protection, et ça permet d'éviter d'avoir notamment des locomotives qui se retrouvent ensablées suite à une mauvaise manœuvre du mécanicien. Donc là, l'aiguille qui est ici, là, qui est en position déviée, est asservie à l'aiguillage triple, ce qui fait que si la trajectoire ne correspond pas à l'injection vers la voie de circulation, eh ben, on est dévié vers cette voie avec un gros heurtoir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Je vous ai montré un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre une aiguille d'ensablement et le genre de dispositif de protection qui est à la sortie de cette petite annexe traction derrière moi. Et donc, on voit un petit peu les différences. D'un côté, on a un appareil de voie qui va vers une voie déviée qui évite d'injecter sur une voie principale, et d'un autre côté, eh ben, quand on a un espace plus réduit, ou que ça n'a pas véritablement de nécessité de mettre un appareil de voie parce que ça coûte un peu plus cher, on va mettre une aiguille d'ensablement qui va permettre au wagon ou à la locomotive qui serait en dérive de ne pas rentrer sur la voie principale de façon inopinée, ce qui risquerait de provoquer des accidents. Donc cette aiguille d'ensablement, elle se met à une distance suffisamment éloignée pour que lorsque le wagon qui se déraille, en fait, qui déraille de la voie, ne pénètre pas sur la partie du gabarit de la voie principale. Ensuite, après, vous avez vu aussi la pose de la voie, les considérations d'écartement de voie et donc de raccord de courbe sur des passages d'anthrax entre le 46 mm, qui est donc l'anthrax normalisé en voie droite, et le 52 mm, qui est l'anthrax que j'ai choisi de prendre et qui correspond à l'anthrax des aiguilles Peco, donc ça m'a arrangé sur la partie courbe. Il reste encore pas mal de choses à faire, hein. Il y a encore un tronçon de voie sur la deuxième voie, donc la voie montante de l'hélice nord vers l'hélice sud, et la voie descendante, quelques petits ajustements à faire. Ensuite, après, il y a toute la mise en place du câblage électrique, et la voie de tiroir de maintenance qui doit être terminée. Donc ça, je pense que je vais faire ça cette semaine, en même temps que je fais des vidéos
de Nomad, parce que je pense que je vais faire plusieurs épisodes de Nomad cette semaine. Enfin, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser des petits pouces vers le haut, ça nous fait plaisir et ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties, pardon. Et puis, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à faire une petite donation sur Tipeee, ce qui me permettrait de pouvoir acquérir un système de captation son de meilleure qualité que ce que j'ai maintenant, notamment pour les lives. Donc c'est un micro et professionnel, ce qui permettrait d'avoir un son de meilleure qualité et de me passer en fait des aléas du micro-casque ou du micro de la webcam, ce qui permettrait vraiment de donner un peu plus de qualité au live. Donc c'est un peu à ça que va servir les donations Tipeee maintenant. Donc si vraiment vous voulez m'aider là-dessus, ben, c'est volontiers, avec beaucoup de plaisir. Donc je vous remets le lien en description. Et puis bah moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Witsenheim et de son extension. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!